Mais l'important, en regardant Gaza, est le fait que l'Occident, quelles que soient ses pensées, quelle que soit la différenciation, quel que soit le racisme utilisé vaguement comme nous l'avons défini il y a quelques minutes, se traduit en action. Et se traduire en action qui justifie, dans certains cas, mais est complice des pires crimes contre l'humanité, atrocités et génocides. Et c'est une étape, un saut, si vous voulez, d'une importance absolument cruciale. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je parle à nouveau avec Michael Brenner. Le Dr Michael Brenner est professeur émérite des affaires internationales à l'Université de Pittsburgh et membre du Centre pour les relations transatlantiques à Johns Hopkins. Michael est déjà intervenu sur cette chaîne et nous avons généralement discuté des grands thèmes des relations internationales. Nous voulons faire de même aujourd'hui, car il a récemment écrit un essai sur le racisme. C'est le moment de discuter du rôle de l'ancien racisme dans le système international et de la manière dont fonctionnent les relations internationales. Alors Michael, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Merci Pascal. C'est un plaisir précis sur les questions. Cet essai m'a vraiment beaucoup touché, parce qu'il y a environ un mois, j'ai fait un court programme sur le génocide à Gaza. Dans ce programme, je suis arrivé à la conclusion très insatisfaisante que la seule chose qui peut expliquer les médias grand public occidentaux, l'approche globale de l'Occident collectif, est cette attitude sans cœur, cruelle et cynique envers le génocide. En gros, nier que c'en est un. S'ils reconnaissent que des crimes sont commis, ces crimes sont plus ou moins attribués aux victimes elles-mêmes. La seule chose qui explique cela est le racisme. Maintenant, le racisme est une très mauvaise explication, parce que ce n'est pas une explication. C'est juste ajouter une étiquette à quelque chose que nous observons. Mais vous, dans cet essai, avez creusé un peu plus. Pourriez-vous peut-être nous expliquer comment vous voyez le racisme se manifester dans ce jeu de relations internationales? Eh bien, pour commencer, nous devons analyser le terme racisme, car le racisme, en particulier en anglais, a commencé à être utilisé de manière si large qu'il peut désigner toute forme de bigoterie, que cette bigoterie soit fondée sur l'ethnicité, la religion, la couleur de peau, la langue ou la race. Donc peut-être que le terme plus précis ou plus approprié serait bigoterie. Mais parlons du racisme et posons la question suivante. Existe-t-il une chose telle que la race? Et pourquoi pensons-nous en termes de race et désignons-nous des peuples comme constituant telle ou telle race? C'est un fait scientifique qu'il n'existe pas de race. En d'autres termes, les études ADN qui ont été menées au cours des dernières décennies, cherchant à déterminer la race et la constitution ADN de divers groupes d'individus, nous indiquent qu'il n'existe rien de tel qu'une race pure ou même approchante. Chacun de nous est une composition d'ADN pour laquelle il n'existe pas de correspondance identique. En fait, même les personnes qui présentent certaines caractéristiques physiques qui semblent très proches, que ce soit la pigmentation ou les traits du visage, ne sont pas nécessairement en termes d'ADN très étroitement associés. Le terme race, par conséquent, peut être utilisé avec précision pour désigner tout ensemble de personnes dont l'ADN se ressemble, non identique, simplement ressemblant. Et si cette correspondance est certaine par une certaine apparence, langue ou localisation géographique, nous appelons cela couramment la race. Donc il n'y a pas de base scientifique pour la race. Mais la race, ou plus particulièrement le racisme, doit donc être compris en termes socio-culturels,
ou vous pourriez également le formuler en termes politiques. En d'autres termes, c'est une construction de société humaine hautement organisée, qui a probablement commencé lorsque de petits groupes ou tribus d'êtres humains, à l'époque paléolithique, se sont progressivement étendus ou se sont formés en communautés et ont rencontré d'autres groupes qui avaient une apparence quelque peu différente ou parlaient une langue différente. Et ainsi, la différenciation est devenue naturelle. Elle n'a pas toujours besoin d'être, par sa nature même, hostile, et elle n'a pas nécessairement besoin d'être fondée sur l'idée que notre race ou notre groupe est tous bien supérieur à un autre. Formand. Je pense que ces éléments entrent en jeu lorsque vous avez des rencontres entre de grandes sociétés très organisées, et cela devient alors un phénomène politico-socio-culturel que nous connaissons depuis 3000 ans, peut-être même 4000 ans, vous savez, depuis l'époque néolithique. Le racisme, pour mettre cela en perspective, nous connaissons tous et avons tous fait l'expérience et lu sur le racisme. C'est dans nos esprits et dans notre conscience. L'aspect intrigant de la situation actuelle est que les membres des sociétés démocratiques libérales occidentales, certainement, ont tous supposé que le racisme était quelque chose du passé, et que dans la mesure où il existait au sein de leur propre société, il était en train d'être surmonté, comme le racisme dirigé contre les Noirs aux États-Unis était en train d'être surmonté et éclipsé, si vous voulez. Nous pensions également qu'avec la fin de l'ère du colonialisme, qui ne reposait pas uniquement sur des questions de race, la croyance que les peuples, que la société occidentale avait subordonnés et exploités pendant 400 ans étaient intrinsèquement inférieurs et moins civilisés, etc., était une justification commode pour le type de contrôle économique et de domination politique qui était au cœur du colonialisme, de l'impérialisme, etc. Et nous pensions aussi que cela appartenait à l'histoire et que par conséquent, les guerres ou conflits qui s'apparentent à un génocide n'impliqueraient pas les pays occidentaux d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, comme le génocide au Rwanda. Cela était perçu comme quelque chose d'indicible qui s'était produit parmi des peuples qui n'avaient pas atteint le niveau d'organisation sociale éclairée que nous avions pour une raison quelconque. D'accord. Et cela a été universellement condamné. Par conséquent, nous nous trouvons maintenant dans une situation où les pays occidentaux sont complices de génocide. Un génocide selon toute mesure, selon toute définition, et sont des complices actifs d'une manière ou d'une autre. Certains pays occidentaux, en particulier les États-Unis et leur acolyte, la Grande-Bretagne, si vous voulez, sont co-belligérants. Les États-Unis non seulement fournissent des armements au gouvernement israélien, des munitions sans lesquelles ils ne pourraient pas mener leur carnage, que ce soit à Gaza ou au Liban, maintenant en Syrie, mais l'armée de l'air et la marine américaine ont été impliqués dans la fourniture de renseignements vitaux aux Israéliens, dans leurs attaques contre l'Iran, ainsi que des renseignements concernant le Hezbollah. L'assassinat réussi de la direction du Hezbollah par Israël a dépendu, selon des personnes bien informées, de manière critique des ressources en renseignement américaines. Les bombes extraordinairement puissantes utilisées ont également été fournies par les États-Unis, et la marine américaine a été impliquée dans la défense d'Israël contre les roquettes et missiles lancés par les Houthis au Yémen et l'Iran. Ainsi, les deux pays anglo-saxons, qui sont probablement les plus anciennes démocraties de l'Occident, sont co-belligérants. En d'autres termes, ils sont des participants actifs, sinon complets, dans des actions manifestes de génocide. Permettez-moi de noter rapidement deux autres caractéristiques avant de plonger plus avant dans la situation actuelle.
Il n'y a pas de mystère sur ce qui se passe. Nous le voyons de manière graphique, en couleur, 24 heures sur 24. Ce n'est en aucun cas dissimulé ou masqué. Deuxièmement, la direction israélienne déclare publiquement son intention de commettre un génocide. Certains d'entre eux le font. Des ministres l'ont fait. D'anciens généraux de l'IDF l'ont fait. Et cela est encore une fois unique. La troisième caractéristique singulière qui est sans précédent est que ce degré d'engagement de la part de l'Occident, du côté de, utilisons le terme correct, du côté du mal manifeste, est réalisé malgré le fait qu'il n'y a aucun intérêt politique, sécuritaire ou économique dans ce que font les Israéliens. En fait, je pense que c'est un calcul simple, et les preuves que nous avons nous diront que les États-Unis et les Européens ont souffert en termes de diminution de leur position dans le monde et de leur influence considérablement à la suite de ce qu'ils font. Donc, compte tenu de tous ces éléments uniques, c'est la question qui nous reste et que vous avez posée au début. Comment l'expliquons-nous? Et c'est ce qui m'a poussé à explorer de la psychopathologie collective de nos dirigeants et de notre société. Et dans les discussions avec vous, nous faisons souvent cela. Nous empruntons cette voie et nous oscillons sur le fil entre la philosophie et la psychologie, car il y a cet élément-là. Et je n'arrive pas encore à le comprendre complètement. Mais la guerre a cette tendance à, au moins je veux dire, malgré toute la mort et la destruction, au moins elle clarifie quelque chose, en ce sens qu'elle les rend claires et évidentes. Et malgré la propagande, vous savez, si vous percez à travers ce que l'un ou l'autre côté veut vous faire croire, et si vous regardez simplement ce qui se passe, ce que vous pouvez voir de vos propres yeux, et ce que nous pouvons voir de nos propres yeux, c'est ce qui nous est rapporté, n'est-ce pas? Et nous voyons les rapports. Je veux dire, nous voyons les vidéos venant de Gaza. Nous voyons aussi ce que les journalistes et ce que CNN, etc. veulent nous montrer, n'est-ce pas? Et nous pouvons faire un petit parallèle avec la guerre en Ukraine, qui a également eu cet élément clarificateur en ce qui concerne la race. Au tout début, lorsqu'un grand nombre d'Ukrainiens ont fui l'Ukraine et ont traversé la frontière vers la Pologne et l'Union européenne, il y a eu quelques jours où les journalistes européens étaient vraiment choqués et ont littéralement dit « ce ne sont pas des migrants normaux. Ce sont des personnes blanches, aux cheveux blonds, aux yeux bleus. » Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Blonde hair, blue eyes, you remember that, right? And we've had that where they say like this is a real crime. Et nous avons eu cela, où ils disent comme c'est un vrai crime, vous savez, parce que ces gens sont blancs. Ils l'ont presque dit. Je veux dire l'un d'eux, le blond aux yeux bleus, le gars l'a vraiment dit. Et c'est un état d'esprit, n'est-ce pas, qui refait surface soudainement et vous montre que les Européens considèrent encore les migrants, etc., comme quelque chose d'une couleur de peau différente. C'est pas censé être cela. Il y a ce sentiment de groupe. Et là, je veux dire, peu importe ce qui se passe en ce moment en Asie de l'Ouest, il est clair et évident que les allégeances du monde anglo-saxon et du monde européen plus large sont avec les personnes de la même couleur de peau. Et l'un des stratagèmes qu'Israël a utilisé, ou que les sionistes ont utilisé, est bien sûr de se rebrander comme non-européens, tout en le restant, n'est-ce pas? Je veux dire, Netanyahou et ses collègues, etc., ce sont tous des Juifs européens. Ils sont tous enracinés dans ces groupes de personnes directement venues d'Europe et colonisateurs, s'emparant des terres de personnes ayant en fait une couleur de peau différente de la leur et prenant maintenant la liberté d'exterminer simplement les personnes de cette couleur de peau. Et vous et moi, et les étudiants manifestants aux États-Unis, et beaucoup de gens dans tout le Sud global, voient cela, le perçoivent et le comprennent. Et c'est pourquoi c'est si évident. Mais ensuite, entre en jeu l'élément psychologique,
dans les sociétés occidentales qui se croient antiracistes et avoir surmonté les péchés du passé, mais qui sont incapables de comprendre, psychologiquement, qu'elles infligent à nouveau une version du 19e siècle d'un crime. Et elles justifient même cela, et elles se mettent en colère lorsque nous les confrontons à cette analyse de leur racisme. Elles se mettront très en colère. J'ai vu des gens jeter un verre devant moi et partir en trombe parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur version de la réalité, dans laquelle l'Occident aide simplement à défendre la victime contre l'agression des Bruns, n'est-ce pas? Contre le terrorisme islamiste, musulman, barbu. Pouvez-vous en parler? Eh bien, vous avez déjà donné une description très cohérente de la situation et des paradoxes et contradictions. Vous savez, quelques réflexions. Premièrement, il y a une forte tendance, bien sûr, à étiqueter les personnes que vous soutenez, les bons dans votre esprit, qui deviennent bons pour diverses raisons, suspendons cette question pour le moment, comme étant comme vous. Donc, les Ukrainiens, bien sûr, pour moi, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement que les Ukrainiens sont reconnus comme ayant les yeux bleus et blonds comme nous, parce que c'est inhabituel dans un sens empirique, puisque de grandes vagues de réfugiés, en particulier, eh bien, remontant à un certain temps, mais je veux dire, même au cours des dernières décennies, ont impliqué des personnes du Grand Moyen-Orient ou d'Amérique latine et des États-Unis ou d'Asie du Sud, entrant dans les sociétés nord-américaines et européennes. Et soudain, lorsque vous recevez une vague d'immigrants de lieux comme l'Ukraine, il est frappant de constater qu'ils ont un aspect typiquement caucasien, et les Caucasiens sont considérés comme le type le plus parfait, si l'on peut dire, la forme la plus pure. Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est que les Russes ne bénéficient pas de ce statut et de ce privilège. Les Russes, après tout, sont tout aussi blonds et aux yeux bleus que les Ukrainiens. Et n'oubliez pas, vous savez, ce sont les Russes du Donbass qui ont souffert d'atrocités aux mains des Ukrainiens en 2014 et 2015. Who suffered atrocity at the hands of the Ukrainians in 2014 and 2015. The thousands of Russians, Ukrainian Russians. Les Russes ukrainiens, les Russes de nationalité ukrainienne qui ont été brûlés vifs à Odessa. Et il y a eu 14 000 Russes qui ont été tués entre 2014 et 2022 dans le Donbass par l'artillerie ukrainienne, qui était dirigée sans discernement sur des cibles ou des populations civiles. Il s'avère donc que même cette sorte de volonté pratique d'étiqueter tous les bons, ou de les voir comme des membres de votre propre race, de votre propre peuple, si vous voulez, ne tient pas vraiment la route quand on y jette un éclairage. Car vous avez cette façon, vous savez, un cas frappant est la différenciation entre Russes et Ukrainiens. C'est comme si l'Occident disait Jésus c'est russe, il devrait avoir la peau brune. C'est vrai. Et permettez-moi d'intervenir avec une expérience personnelle concernant la Suisse. Notre plus grand groupe d'immigrants, à part les Allemands, est en fait constitué de personnes de l'ex-Yougoslavie, Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, etc. Et les Suisses, c'est le groupe contre lequel ils sont le plus racistes. Certains de mes meilleurs amis viennent de Serbie et de Bosnie. Quand j'ai parlé de cela et du genre de racisme quotidien qu'ils rencontrent encore aujourd'hui en Suisse, les petites choses, j'ai montré à mon ancien partenaire leur photo pour la première fois. Il est taïwanais. Il m'a regardé et a dit « Oh, mais Pascal, ils sont blancs. » J'ai répondu « Oui, c'est vrai. » Je veux dire, aussi en Suisse et dans d'autres sociétés, nous parvenons à créer des lignes raciales qui n'ont pas besoin d'être définies par la couleur de la peau ou les traits du visage. D'accord. Mais, d'une manière ou d'une autre, nous les Européens sommes capables de le faire. Nous sommes capables d'inclure et d'exclure
des personnes de ces groupes, de leur attribuer tous ces stéréotypes négatifs, puis de les traiter d'une manière qui fait que le groupe interne se sent en droit de maltraiter le groupe externe, parce que cela est perçu comme la propre erreur du groupe externe. It's their own mistake. You know, the British term WOG. Vous savez, le terme britannique WOJ, qui est un acronyme pour Worthy Oriental Gentleman, est un terme péjoratif que les Britanniques appliquaient typiquement aux Asiatiques. En particulier, je pense, surtout aux Asiatiques de l'Est. Les personnes que dans l'argot américain ou dans certains argots militaires, on appelle des slants à cause du pli mongol, la formation de leurs yeux. Et vous savez, on pouvait entendre des gens plaisanter en Grande-Bretagne, je veux dire, récemment dans le nord de la Syrie en disant, eh bien, vous savez, les WOG commencent à Calais. Well, you know, the WOGs begin at Calais. Ah. You know, where you run into the frogs. Vous savez, là où vous tombez sur les grenouilles. Revenons cependant au Moyen-Orient et à Gaza, car je pense qu'il est important de faire une distinction entre les différenciations injustifiées que nous faisons avec des connotations négatives et péjoratives sur d'autres peuples. Comment nous les voyons, comment nous les percevons et comment nous pensons à eux, et le comportement. Maintenant, aux États-Unis, il y a toujours eu un mélange de peuples, si vous voulez. En grandissant à New York, il y avait toujours des mots désobligeants pour chaque groupe ethnique, de degrés variés de dérogation, si vous voulez, qui n'étaient jamais utilisés dans la société polie. Nous pouvions parfois les utiliser presque de manière facétieuse. Mais souvent, la référence était faite à des personnes sans aucune hostilité et dont la conduite ne faisait vraiment aucune différenciation significative. En d'autres termes, c'était juste, je ne sais pas, c'est presque devenu une partie de, vous savez, la scène. Mais l'important en regardant Gaza est le fait que l'Occident, vous savez, quelle que soit leur pensée, n'est-ce pas, quelle que soit la différenciation, quel que soit le racisme utilisé, vaguement comme nous l'avons défini il y a quelques minutes, se traduit par des actions, et cela se traduit par des actions qui justifient dans certains cas, mais sont complices des pires crimes contre l'humanité, atrocités, génocides. Et c'est un pas, un saut, si vous voulez, d'une importance absolument cruciale. Tout le monde se promène dans son esprit avec toutes sortes d'étiquettes et de différenciations préjudiciables, à un certain degré, certaines personnes presque pas, d'autres un bon nombre. Mais cela ne se traduit pas nécessairement en comportement, que ce soit au niveau individuel ou à une échelle plus large en termes de relations entre pays. Mais nous avons franchi cette étape et nous l'avons franchie de manière synchronisée. Aucun dirigeant gouvernemental, à l'exception des Irlandais et des Espagnols, ne s'est exempté. Tout le monde est presque enthousiaste à ce sujet. Je me souviens après le 7 octobre qui était atroce. Je veux dire, on a exagéré la quantité de carnage produite. Je veux dire, la moitié des personnes tuées apparemment l'ont été par les forces israéliennes, des commandos et des avions qui ont perdu tout contrôle et ont tué leurs propres gens essayant de s'échapper en voiture, y compris dans cette arène. Et 300 étaient des agents de sécurité et militaires israéliens. Il reste donc quelques centaines. Aucun enfant n'a été décapité et aucun n'a été jeté dans des fours. Il semblerait aussi que la plupart des atrocités, telles qu'elles étaient, n'ont pas été commises par le Hamas. Mais une fois la brèche ouverte et la guerre éclatée, toutes sortes de personnes avec la vengeance en tête, y compris certaines bandes criminelles, ont traversé et en ont apparemment été principalement responsables. Quoi qu'il en soit, après le 7 octobre, souvenez-vous,
Chaque dirigeant occidental s'est immédiatement envolé pour Jérusalem, y compris le président Biden, a embrassé Netanyahou et lui a dit « Nous sommes derrière vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous ne le remettrons pas en question. » L'enthousiasme au cours des semaines suivantes, alors que l'assaut indiscriminé sur les zones civiles de Gaza commençait, a également été soutenu avec enthousiasme par les élites politiques occidentales. Quelqu'un que je connais a utilisé une métaphore très crue. Il a dit que les dirigeants occidentaux se sont précipités à Jérusalem comme un groupe de motards se précipitant pour participer à un raid de gang. Eh bien, c'est extrême. Je veux dire, c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable que nous voyions cela se produire. Et que vous savez, beaucoup de gens comprennent. Je veux dire, les Nations Unies, en fait, Guterres a dit qu'il y a des limites à ce que vous pouvez faire. Et Francesca Albanese, et des personnes qui comprennent que c'est un génocide qui doit être arrêté, n'est-ce pas? Et même si vous n'êtes pas d'accord avec le terme de génocide, je veux dire, nous pouvons convenir que le niveau de mortalité est absolument atroce, n'est-ce pas? Mais ensuite, vous entrez déjà dans ces discussions sur qui est à blâmer pour cela et qui fait quoi. Et tout finit par cette dichotomie du droit à l'autodéfense, soi-disant, contre le terrorisme islamique, n'est-ce pas? Islamic terrorism, right? But the question to me, and I would like to come back to that. Mais la question pour moi, et j'aimerais revenir là-dessus, c'est que malgré la compréhension de la façon dont le racisme fonctionne, l'Holocauste contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est une autre forme de cela, n'est-ce pas? Et nous comprenons cela. En Europe, nous avons appris cela. Et nous étudions dès le plus jeune âge, à l'école, comment la représentation des Juifs, avec des nez crochus et des traits faciaux particuliers, était une partie importante de la psychologie qui a créé le terrain fertile sur lequel l'Holocauste a été construit, et la capacité de vraiment mettre des gens dans des camps de concentration et des ghettos, n'est-ce pas? Parce que cela était connu. L'Holocauste, l'extermination de ces personnes, n'était pas connu jusqu'à un moment ultérieur au sein de la société plus large. Mais les ghettos et ainsi de suite, la ghettoisation, cela était bien compris et connu. Et c'était justifié, n'est-ce pas? Nous comprenons tout cela. Et pourtant, quand cela se reproduit, une bonne partie de la société ne comprend pas vraiment que cela se reproduit. C'est comme si toutes ces choses, tous ces signes, tous ces signaux, très clairs, soudainement, même s'ils sont toujours là, s'éteignent dans les cerveaux ou ne s'enregistrent plus. C'est alors que cela devient des relations internationales. C'est alors que des groupes entiers sont soudainement capables d'utiliser les bombes et les forces qu'ils ont créées pour commettre ce crime des crimes. Eh bien, bien sûr, c'est la tragédie ultime que les personnes qui avaient été abusées et méprisées, et dont une grande partie avait été exterminée au XXe siècle et stigmatisée de cette manière pendant presque 2 millénaires, deviennent les auteurs des mêmes atrocités qu'elles ont elles-mêmes endurées, pour certaines d'entre elles, dans la mémoire vivante. Donc je veux dire, cela soulève 2 ou 3 questions psychologiques absolument profondes. L'une concernant la mentalité de ces Juifs qui commettent ce crime. Et d'ailleurs, vous savez, 80 à 90% de la population israélienne, selon tous les sondages, soutiennent sans réserve ce que leur gouvernement fait à Gaza. Ce n'est donc pas seulement la psychologie des élites politiques et des dirigeants que nous avons examinée. Quand vous vous tournez vers l'Occident, vers l'Europe, je veux dire, on peut dire que la réalité est devenue trop complexe pour que l'opinion éclairée puisse la supporter. Donc vous savez, l'opinion qui est comme les cartes mentales de chacun d'entre nous simplifie la réalité.
Et des éléments centraux dans les classes politiques européennes et la carte mentale générale de la société était que les Juifs sont des victimes et nous portons une culpabilité pour ce que nous leur avons fait. Et c'est vrai, je veux dire, nous pensons à l'Holocauste comme étant purement allemand. Ce n'était pas le cas. Chaque pays européen occupé, je pense à une exception près, j'oublie laquelle, peut-être la Bulgarie, a fourni au moins une division SS. Bulgaria, perhaps, provided at least one SS division. And in fact, the country that provided the most, Et en fait, le pays qui a fourni le plus, 3 ou 4, était l'Ukraine. Des Ukrainiens s'identifiant eux-mêmes. Et puis bien sûr, il y a le tristement célèbre Bandera, qui était le chef des nazis ukrainiens, et qui, vous savez, a lui-même mené les atrocités de son groupe, tuant des dizaines de milliers de Juifs et presque autant de Polonais. Et c'est l'homme à qui le gouvernement actuel a érigé des statues, et après qu'ils ont nommé des places et des rues. Quoi qu'il en soit, vous ne voulez pas entrer dans le sujet de l'Ukraine à ce stade. Mais le point que je faisais était que la culpabilité concernant la victimisation des Juifs, historiquement, et l'Holocauste, était ressentie à des degrés divers. Non seulement par les Allemands, mais je pense par beaucoup d'autres Européens également. to varying degrees, not just by the Germans, but I think many other Europeans as well. Okay, so in their mental map, the Jews are victims and we... D'accord. Donc dans leur carte mentale, les Juifs sont des victimes, et nous leur devons quelque chose. Et je pense que lorsque vous répondez à cela, le racisme latent, appelons-le simplement racisme sous une forme ou une autre, qui dévalue les peuples non occidentaux, que ce soit consciemment ou inconsciemment, avec diverses connotations, est très variable, n'est-ce pas? Mais cela les considère comme des personnes d'une certaine manière inférieures, ou inférieures en termes strictement raciaux, comme étant d'une certaine manière différentes et de moindre valeur. Utilisons simplement ce terme, de moindre valeur. Donc vous combinez les deux, les puissants sentiments de culpabilité à propos des Juifs, et donc l'impératif de les soutenir, de soutenir Israël, contre la dévaluation de ces personnes de couleur. Bien que si vous regardez la coloration des Palestiniens et des Juifs du Moyen-Orient, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de couleur. Maintenant, permettez-moi d'ajouter à ce point. La question se pose toujours, n'est-ce pas? Si vous voyez les atrocités horribles, cela implique non seulement des tirs, mais aussi des snipers ciblant des enfants, le bombardement d'hôpitaux de maternité. Et vous le voyez. C'est graphique. Et vous voyez des soldats israéliens humilier les Palestiniens de la manière la plus grossière. On aurait pensé, quels que soient les préjugés qui découlent de la carte mentale, comme nous l'appelons, des Occidentaux, que lorsque vous voyez cela, il devrait y avoir, on s'attendrait à une réaction instinctive qui dit que c'est intolérable, c'est insupportable. Il est impossible de le faire. Je veux dire, après tout, c'est aussi dans notre nature. Je veux dire, quand vous voyez un enfant sur le point de tomber d'une falaise ou autre, l'instinct humain est d'essayer de le sauver, et vous n'y réfléchissez pas. Et l'empathie, la coloration, la pigmentation, les traits, et ainsi de suite, qui deviennent ensuite routinisés dans les communautés humaines, d'abord à travers le lien et la solidarité des personnes qui se connaissent directement, puis dans des sociétés plus larges. Vous savez, à travers la socialisation et la culturalisation, et même les lois et les règles, et certainement les normes sociales. Aucun de cela, cependant, n'a émergé parmi nos élites politiques et nos gouvernements. En d'autres termes, on aurait naturellement pu s'attendre à ce que lorsque vous voyez ce qui se passe réellement, ces sentiments puissants devraient surgir et surpasser tous les préjugés provenant d'un ensemble complexe de sources et de causes qui vous ont initialement conduit à donner carte blanche au gouvernement israélien. Et on ne l'a pas vu. Vous l'avez vu, oui, parmi certains groupes. Vous l'avez vu chez des individus,
Vous l'avez vu chez ceux qui manifestent, etc. Vous ne l'avez pas vu parmi la classe politique occidentale. Et si vous me permettez un peu de langage de rue, And if you excuse just one more word, and if you excuse, some street language, this strongly suggests there is. cela suggère fortement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les sociétés occidentales. Elles sont malades, elles sont perverses, elles sont pathologiques dans ce sens, dans un sens clinique. Et c'est le grand mystère. Comment sont-elles devenues ainsi? How did they become such? Or it's not pathological, or it's part of the mechanism. Ou ce n'est pas pathologique, ou cela fait partie du mécanisme du type de racisme dont nous parlons maintenant, le racisme qui permet la violence de masse. Sa fonction même est qu'il est capable de restreindre et de canaliser l'empathie vers les groupes où vous voulez qu'elle soit appliquée. Disons qu'un hôpital de maternité en Ukraine est touché par des débris ou par quelque chose lié à la guerre, que les Russes l'aient ciblé ou non, que ce soit un accident ou non. Cela n'a pas d'importance. Il est touché, et il y a alors une énorme indignation, une énorme empathie, un énorme « comment cela a-t-il pu arriver ?» Ce sont des civils innocents. L'hôpital Al-Shifa en Palestine est bombardé jusqu'à être réduit en cendres 2 fois, attaqué, et des centaines de patients meurent, tués. Et vous savez, le personnel de l'hôpital est humilié devant l'hôpital par des soldats. Tout est filmé et enregistré. C'est exhibé par les auteurs en ligne. Everything is on film and on tape. It's even paraded by the perpetrators online, and the Western reaction to that one is. Et la réaction occidentale à cela était bien Israël devait entrer dans l'hôpital, n'est-ce pas? Il devait nettoyer l'hôpital. C'est ce langage aseptisé qui est ensuite appliqué pour différencier ces deux cas. Et le racisme lui-même a pour fonction de s'assurer que l'empathie est appliquée à l'un et non à l'autre, ce qui serait la réaction normale, n'est-ce pas? Mais au-delà de cela, si le racisme a pour fonction de s'assurer que certains actes de violence peuvent être commis, ma question est-ce la chose ultime pour expliquer ce qui se passe? Ou y a-t-il quelque chose au-delà du racisme? Quelque chose pour lequel le racisme est un outil afin de l'atteindre? Comme la structure des sociétés, ou la structure du pouvoir dans le système international, de la manière dont le pouvoir est exercé, et le racisme est un outil pour exercer cela. So reformas por este esse was profondeur, mais avez-vous des réflexions à ce sujet? Do you have any thoughts on this? Well, I think there you have to look at individuals. eh bien, je pense qu'il faut regarder les individus. Il y a des dirigeants du gouvernement des États-Unis qui sont attachés à l'idée depuis 30 ans, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, que les États-Unis avaient l'opportunité, avaient les impératifs, avaient l'occasion de réaliser une prophétie ou une mission dont ils étaient dotés à leur naissance dans une condition de vertu originelle, qu'ils soient oints providentiellement ou non, ou dans le sens le plus grossier, d'établir l'hégémonie américaine. Tout cela a été exposé dans le fameux mémo Wolfowitz de mars 1991, qui, lorsqu'il a été promulgué pour la première fois, a dû être formellement rejeté par la présidence Bush en raison de sa franchise en termes de plaidoyer pour une forme très grossière de realpolitik impériale, qui est devenue le cadre intellectuel partagé par la très grande majorité de la communauté de la politique étrangère américaine. Et donc, on peut dire dans ce sens, oui, les États-Unis, ou certains de leurs dirigeants, ou la plupart de leurs dirigeants, si vous voulez, sont enclins à fermer les yeux sur les atrocités à Gaza, sont enclins à donner cette carte blanche au gouvernement israélien, renforcés par des éléments comme les dons de campagne et le reste, qui sont très importants, car cela fait partie du projet plus large d'institutionnaliser la domination mondiale américaine. Il y a des gens qui pensent en ces termes, auquel cas certains d'entre eux sont à la fois engagés dans cela et ne sont pas personnellement racistes. Quels sont les pourcentages? Ils sont également mélangés, je veux dire, parce que les gens ne peuvent pas être clairement placés dans une catégorie ou une autre.
category. Their psychologies are too complex. When you turn to Leurs psychologies sont trop complexes. Cependant, quand on se tourne vers l'Europe, il n'y a pas de grand objectif stratégique dans l'esprit de quiconque, vraiment. C'est du suivisme. Vous savez, c'est du suivisme des États-Unis, ce qui bien sûr s'accorde et complète ce dont nous avons parlé, les attitudes européennes envers les Juifs, envers Israël, la culpabilité historique et les conceptions négatives des personnes de couleur, et en particulier des personnes de couleur non chrétienne, que les sociétés occidentales ont colonisées, exploitées et dominées pendant, 400 ans, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, d'une certaine manière, la psychologie politique européenne de ces élites est encore plus mystérieuse que celle des élites politiques américaines. Je veux dire, d'une certaine manière, cela a du sens pour moi, si nous le pensons en termes raciaux, surtout pas en termes de couleur de peau. Car si nous regardons uniquement la couleur de peau et les traits, alors vous avez absolument raison. Je veux dire, les Russes et les Balkans, etc., devraient tous en faire partie, mais ce n'est pas le cas. Mais si la race imaginée, n'est-ce pas, le concept de « qui appartient ensemble » est celui où nous excluons déjà les autres, alors vous voyez que les Européens, et surtout, je veux dire, les Européens de l'Ouest, qui maintenant commencent quelque part en Pologne, n'est-ce pas, forment une communauté raciale épistémique. La communauté transatlantique qui dit officiellement d'elle-même que nous appartenons ensemble. Et en ce sens, les Européens ne se considèrent pas comme différents, n'est-ce pas? Parce que le but de cette inclusion raciale est que vous êtes les mêmes. Et vous le dites, n'est-ce pas? Vous pouvez être américain noir, blanc, jaune, européen noir, blanc, jaune, mais nous sommes tous transatlantiques. Nous appartenons ensemble. Nous transcendons même le national, n'est-ce pas? Nous sommes un. Et en tant que nation, eh bien, il y en a d'autres qui nous appartiennent et qui sont attaqués au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, et nous devons défendre les nôtres contre les hordes barbares. Donc, en ce sens, il me semble que nous quittons le cadre des États-nations, et ainsi de suite. Et le Mearsheimer est ce qui est le mieux pour ce groupe, ou ce groupe-là, parce que le groupe se regarde ensemble. Du moins ce genre de cadre mental des élites, peut-être. Eh bien, il y a un paradoxe fascinant ici, cependant. Je veux dire, il y a un paradoxe fascinant dans cette situation spécifique aux Juifs et à Israël et à la façon dont les Occidentaux les perçoivent et les conceptualisent, etc. Bien sûr, les Juifs, comme nous l'avons dit, historiquement, étaient les autres par excellence, puisqu'ils sont les personnes responsables de la crucifixion du Christ. Et même cela théologiquement, je veux dire une petite parenthèse, si c'était le plan de Dieu d'envoyer son Fils humain unique pour sauver l'humanité de la condition du péché originel, n'est-ce pas? Alors tout cela a été programmé à l'avance. Et donc quiconque a participé à cela, y compris Judas, suivait un scénario. Ils étaient des acteurs essentiels, et donc ils devraient être reconnus comme tels. Mais laissons cela. C'est la question théologique. Je veux dire, la théologie chrétienne est une maison de folie en soi qu'il vaut mieux contourner pour le moment. Marchons doucement sur ce territoire. Mais laissez-moi vous donner un autre point sur le paradoxe encore une fois. Ainsi, les Juifs qui étaient l'ultime autre sont devenus des Occidentaux honoraires, si vous voulez. Et pourtant, ce que nous avons découvert récemment grâce aux enquêtes ADN, c'est que les Juifs, en termes d'ADN, ne sont pas vraiment autant l'autre. Maintenant, c'est quelque chose qui reçoit très peu de publicité, pour des raisons qui deviendront évidentes. Des études ADN ont été réalisées sur des échantillons représentatifs, par exemple, des Juifs ashkénazes. Les Juifs ont pris leur origine en Europe centrale, orientale et septentrionale. Ce qu'ils ont découvert, et chacune de ces études a quelques différences et leurs plages, etc., c'est que les Juifs ashkénazes, pour la plupart, ont un ADN d'origine levantine.
Ça signifie Israël, Liban, vous savez. La terre qui a été donnée par Yahvé aux Juifs n'est qu'entre 20 et 30%. Entre 20 et 30% ou 20 et 25% de leur ADN provient de Mésopotamie et d'Iran. Cela est compréhensible. Between 20 and 30%, 20 and 25% DNA derives from Mesopotamia and Iran. This is understandable, given the fact that one was in the 6th century BC, the Babylon. Étant donné le fait que l'un était au 6e siècle avant JC, la captivité babylonienne, environ 20 à 25%, est d'Europe du Sud. En d'autres termes, pas différent des Italiens, Siciliens, Grecs ou Maltais. Et environ 20%, encore une fois, d'Europe du Nord. Et tout l'élément européen est principalement venu parce que les Juifs qui ont commencé à s'installer dans le Rhin à l'époque romaine étaient probablement des marchands ou des artisans ou quelque chose qui ont épousé des femmes locales qui se sont converties, etc. Donc c'est probablement plutôt que la conversion de toutes les familles ou tribus, y compris les hommes. Quoi qu'il en soit, c'est la répartition. Ils ont fait de même avec les Juifs séfarades, les Juifs séfarades étant des Juifs originaires d'Espagne qui ont été expulsés. Dans l'Empire ottoman, les Juifs espagnols ont été accueillis de la même manière que les rois polonais au Moyen Âge avaient accueilli les Juifs chassés d'Europe centrale et occidentale. Ils ont fait la distinction entre les Juifs venant d'Espagne et du Portugal, les Juifs ibériques et les Juifs du Moyen-Orient qui y résidaient depuis longtemps. Mais c'est juste une parenthèse. Quoi qu'il en soit, la répartition des Juifs séfarades est encore une fois de 25 à 30% levantins. Environ 20 à 25%, encore une fois. 25 to 30% Levantine. About 20 to 25% again, Mesopotamian, Iranian. Mésopotamien, Iranien, 25 à 30% méditerranéens du Sud, ça a du sens. Et une plus petite part d'Européens du Nord, mais quand même 10 à 15%. Et puis il y a toujours 5% d'autres, des personnes du Caucase, des Berbères, et ainsi de suite. Moins de travail a été fait sur les Juifs du Moyen-Orient. En d'autres termes, les Juifs qui sont venus en Israël, d'Irak, de Syrie, d'Égypte, mais la répartition là-bas n'est pas radicalement différente. Encore une fois, c'est environ 30% levantin, avec une grande composante de Mésopotamie, un grand Européen du Sud, et 5% berbères, si vous voulez. Donc dans l'ensemble, parmi les Juifs en Israël aujourd'hui, environ un quart, maximum 30% de leur ADN serait partagé avec les Juifs de l'Ancien Testament. Je sais que cela touche un terrain très délicat, mais ce n'est pas nécessairement la base de jugement politique définitif. Cependant, cela démontre à quel point la notion même de race, et le nous et le eux, le nous et l'autre, est illogique et absurde. D'ailleurs, il y a eu quelques études préliminaires moins approfondies sur les Palestiniens, et le fait remarquable est qu'en général, ils sont environ 50% levantins. Vous devriez ajouter un autre fait, à savoir la loi israélienne interdit la poursuite et la conduite d'enquête ADN. Donc chacun de nous peut en tirer les conclusions qu'il veut. Je veux dire, c'est un sujet intéressant à discuter, mais les groupes imaginés, les groupes d'appartenance et les groupes extérieurs, vous savez, c'est là que je suis le plus préoccupé par ce sujet du racisme, car c'est ce qui permet ensuite aux sociétés d'utiliser la violence de masse. Je ne pense pas qu'Israël soit particulier dans ce genre ou soit spécial. Je pense que c'est la dernière version de quelque chose d'extrêmement européen, qui est de, à un moment donné, faire exploser un groupe social qui travaillait ensemble. Si vous regardez le développement des sociétés européennes au cours des 1000 dernières années, ce que vous voyez, ce sont de plus grands empires qui se construisent. Ce qui nécessairement
par la façon dont il fonctionne, est une amalgamation de différents types de religions, d'ethnies, de races, de langues. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Les habitudes alimentaires, n'est-ce pas? Et puis elles fonctionnent pendant un certain temps, puis quelque chose les fait exploser. Si vous regardez comment la Yougoslavie s'est désintégrée, et comment les Serbes et les Croates ont commencé à s'entretuer de manière très violente. Et le fait que les lignes de séparation entre Serbes et Croates ne traversaient pas des territoires définis. Ils étaient littéralement voisins, ce qui signifiait que pendant le temps où ils vivaient en tant que voisins, cela fonctionnait. C'était bien. Et puis quelque chose s'est déclenché qui a commencé à les différencier. Et alors ce n'était plus bien. Eh bien sûr, je veux dire, il y a une variété infinie en termes de relations entre les groupes sociaux. Vous savez, Stephen a dit, imaginez quand on a découvert pour la première fois que nous avons tous, presque tous sauf les Africains subsahariens, même certains d'entre eux d'ailleurs, entre 2% et 4% ou 5% d'ADN de Néandertal, et les Asiatiques du Sud-Est ont entre 2% et 4% d'ADN de Denisovien en plus. Vous comprenez? Eh bien, comment ces gens ont-ils interagi? L'idée la plus sensée que j'ai entendue est que, eh bien, parfois ils coopéraient, parfois ils s'ignoraient, parfois ils se combattaient. C'est la nature humaine. C'est la nature de la société humaine. Mais encore une fois, ce qui est unique dans la situation israélienne, c'est bien sûr qu'il n'était pas un élément fixe dans le voisinage jusqu'au sionisme. Oui, c'est vrai. Donc vous avez tout cela, vous savez, il y avait des Juifs dans cette région, mais ils étaient intégrés dans la société. Il y avait une communauté juive à Jérusalem. Et probablement, même après la destruction du Second Temple, tous les Juifs n'ont pas été expulsés de Judée, etc. Ils ont peut-être été expulsés de Jérusalem pendant un certain temps. Mais dans la campagne, ils ont probablement continué à vivre dans les villages comme ils l'avaient toujours fait. Donc oui, je veux dire, il y a eu une communauté juive à Jérusalem pendant 3000 ans, mais c'est totalement différent de la communauté de colons, qui est ce qu'elle est, qui a commencé à la fin du 19e siècle et a ensuite été légitimée par la déclaration Balfour. Et si vous voulez être cynique, eh bien je pense que nous avons abordé suffisamment de sujets sensibles. Attendez une minute, il y en a un de plus que j'allais lancer. Nous approchons également de la marque d'une heure, et j'essaie de garder à l'esprit que des discussions comme celle-ci nécessitent du temps de traitement pour notre public. Donc, Michael Brenner, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Staith, Bracy Ward du Skyline.